Je vais parler de la fracture territoriale. D'abord, il y a un problème de terminologie. J'entends fracture par un écart important. Soit il reste le même pendant une période donnée, soit il se creuse de plus en plus. Là aussi, ça pose un problème de mesure, comment mesurer. Je ne vais pas entrer dans les détails de la mesure. En commençant par des indicateurs très simples, que tout le monde connaisse, pratiquement les pourcentages. On peut identifier pratiquement des écarts entre les régions par les pourcentages de tous les champs, si vous voulez, de l'habitat, le chômage, de l'emploi, de tout. Donc ça, c'est l'indicateur le plus simple. Et ça ne pose jamais de problème pour quiconque. Deuxième indicateur, on peut avoir aussi pour les gens connaisseurs de la statistique et l'analyse de données beaucoup plus élémentaire aussi, c'est ce qu'on appelle une coefficient de variation. Si vous voulez, une mesure de la variabilité par rapport à la moyenne, et plus l'écart est important, cela veut dire que l'écart se creuse. Et si l'écart se resserre, ce coefficient de variation diminue et est inférieur à 1, et là aussi, c'est un indicateur synthétique. En finissant par des indicateurs plus synthétiques encore, ce qu'on appelle les indices de développement humain qu'a élaboré le PNUD, mais au moins aussi, avant le PNUD, j'ai élaboré un indicateur pour la Tunisie, pratiquement, et il est synthétique par rapport, il utilise une vingtaine de variables socio-économiques depuis les années 80. Et il a été revisité plusieurs fois. Et on peut utiliser d'autres méthodes aussi, plus sophistiquées, comme l'analyse factorielle, l'analyse classificatoire. Donc j'ai quelqu'un à côté de moi, spécialiste de ça. Mais si vous voulez, un indicateur plus synthétique, c'est vrai, plus c'est synthétique, plus c'est difficile à comprendre. C'est tout à fait normal. Alors, je commence simplement par la situation du départ, pratiquement. La situation du départ de la Tunisie, essentiellement, avec la colonisation, à la veille de l'indépendance, c'est beaucoup plus un clivage nord-sud. Nord-sud, essentiellement, causé, déterminé par les données essentiellement naturelles. Donc, on va du Tel vers les steppes, vers le sud, et plus les régions sont plus développées au nord, et plus on va vers le sud, plus c'est steppes aussi aride. Ça, c'est connu, même les analyses des années 60, début des années 70, pratiquement même le découpage tunisien, c'est pratiquement nord-sud. Il y a aussi l'intervention de l'histoire. L'histoire avant la colonisation, surtout la colonisation, qui a encore creusé l'écart entre le nord et le sud. Et essentiellement, à travers l'implantation de toutes les infrastructures, pratiquement implantées essentiellement au nord, et le sud a été essentiellement un territoire militaire, et à la limite, et au sud, et au centre et au sud, pratiquement des îlots d'organisation, de colonisation plutôt coloniale. Et là aussi, il y a l'urbanisation qui s'est développée davantage du nord. Et il y a le rapport de la GTT des années 56, c'est très significatif à ce titre-là. Et dans ce rapport-là, on relevait essentiellement nord-sud. Il n'y avait pas d'idée de clivage entre l'Est et l'Ouest, ou les zones littorales. Et cela veut dire que la Tunisie indépendante va produire un nouveau clivage qui va se mettre en place et remplacer l'ancien clivage et qui est d'une autre nature, essentiellement d'origine politique et essentiellement de nature est-ouest et non pas nord-sud. Voilà, si vous voulez, une soixantaine d'années d'indépendance, qu'est-ce que ça donne? Alors, cette approche, si vous voulez, il y a l'absence totale de la dimension spatiale, compte tenu de la priorité donnée à la construction de la nation, de l'État, moderne, tout est combattu au nom de l'État, au nom de la construction de la nation, au nom de l'indépendance, et on a combattu le tribalisme, le régionalisme, et la région elle n'existe pas d'abord en tant qu'entité. Il y a le gouvernement, mais les gouvernements ne sont pas des régions. Un simple découpage spatial du pouvoir central. Donc c'est beaucoup plus, et ça donnait un remodelage constant, changement de délégation, de l'aide dans le secteur, et même du gouvernement jusqu'aux années 80 et 83, alors l'objet de Tunis, jusqu'à dernièrement la création du gouvernement de Manouba. Donc c'est pas la peine d'aller très loin. Et l'absence de région, la région n'existe pas en tout. C'est-à-dire, il y a le pouvoir central, et puis le relais du pouvoir central, c'est le gouvernorat.
et c'est un pur découpage donc, administratif, politico-administratif. La dimension économique essentiellement été donnée à la croissance. On privilégie donc le taux de croissance beaucoup plus de l'économie nationale. Donc l'échelon national a été très présent. Il y a donc de cela la concentration d'investissement dans les lieux les mieux placés, bien sûr aux années 60, parce qu'il ne faut pas sacrifier bien sûr les investissements et les efforts, et il fallait être rentable, et la rentabilité impose les lieux, c'est-à-dire les lieux qui étaient bien placés aux années 60, vont bénéficier des avantages des années 70, 80, et le cercle donc, continue. C'est un cercle vicieux. Alors la dimension sociale dans les années 70, donc 80, 90 a commencé des programmes de développement rural, développement rural intégré, la famille productrice, tout ce que vous voulez. Donc, la plupart des programmes sont de type donc, social, donc, sur la base de la compensation et de la régulation et de redistribution économique à travers l'État. Et un saupoudrage spatial qui n'est pas donc, focalisé sur des lieux des espaces bien déterminés, et donc le caractère social primé sur la plupart des programmes, même les programmes dits de développement. Donc, ce qu'on appelle les programmes de développement intégré, ruraux ou urbains. La dimension politique aussi, donc c'était pas innocent, hein, dans l'évacuation de la question régionale, donc n'est pas un hasard. Et on a fait tout pour donc, évacuer tout le problème et ne pas créer la région. Je me rappelle, dans les années 80, on a pensé même de créer donc, la région, le super gouvernorat de Tunis. À ce moment-là, j'étais au district de Tunis, et à la limite, au bout d'un débat de 4 ou 5 mois, 6 mois, donc on a lâché le projet parce que ça crée des problèmes politiques. Et à la limite, on posait le problème qui va gouverner Tunis? Est-ce que c'est le gouverneur de Tunis ou de Benarous ou de Et puis, donc, la parenthèse est terminée. Et puis, donc, la plupart des questions sont traitées au niveau technique. Donc, pensez donc un aspect beaucoup plus technique que politique. Alors, le clivage Est-Ouest, donc, un choix, une nécessité. Donc, ça pose un problème dans la mesure où l'État lui-même a contribué d'une façon directe à renforcer donc, ce clivage à travers plusieurs donc, phénomènes, à travers le renforcement de l'électorat dans les années 60, la nationalisation. Donc, la plupart des entreprises modernes coloniales étaient sur l'électorat, sur Tunis. Donc, une bonne partie de l'investissement allait à la nationalisation, donc pratiquement automatiquement l'électorat et Tunis. Il y a l'industrie d'import-substitution, le développement du tourisme à la fin des années 60. Au début, donc, à la limite, on ne croyait pas au tourisme, et puis donc, les chèques, si vous voulez, le besoin de financement de la coopération agricole a poussé l'État, premièrement, à l'import-substitution industrielle, et deuxièmement, de développer le tourisme pour avoir les devises et pour donc, importer. Et c'est à la fin des années 60 qu'on va créer, en tant que projet, donc, toutes les zones qu'on connaît maintenant, de Hammamet, de Sousse, Monastir, de Jeb, ainsi de suite. Bon, ça va donc relancer au début des années 60, mais les études, c'est à partir des années 69, 68, 69, toutes les études donc, des zones touristiques. Donc, aussi, donc, le deuxième aspect, c'est l'extraversion et l'électoralisation depuis les années 70 avec l'ouverture. Et renforcement du littoral, renforcement, comblement des lacunes du littoral, donc, et des ailes du littoral, parce que les littorales étaient essentiellement au début, avec l'utilisation, c'est essentiellement Tunis. Même sous Monastir, pratiquement, c'était en crise. Il y a deux entreprises importantes à Sfax, c'est la SIAP et l'MPK. Ça s'arrêtait là. Donc, le tissu industriel va se développer doucement. Donc, en incluant le Sahel, ensuite Sfax. Et puis, il y a les ailes qui sont faibles dans les années 70 et 80, c'était Gabès et Bizerte. Donc, il fallait les combler. Mais non, la correction de l'État, pratiquement, allait renforcer déjà la concentration littorale d'une façon indirecte à travers ce renforcement et le comblement des lacunes, les zones franches, les stations touristiques donc, de Hammamet et le projet donc, de Tunis, le grand projet des années 90 à la fin de l'ère Ben Ali, donc pratiquement de Dubaï, donc pratiquement, là aussi c'est très important. Et tous les grands projets étaient essentiellement sur le littoral, malgré, si vous voulez, le discours, malgré les soucis, malgré la politique, soi-disant, donc de correction. À travers, si vous voulez, à part les deux petits intermèdes, si vous voulez, très, très faibles des années 60 de la coopération, on a essayé de développer donc, des pôles, si vous voulez, à l'intérieur, mais à la limite, maintenant, les pôles des années 60, maintenant, c'est de simples
usines, donc une usine de 500 à 600 emplois. Bien sûr, dans les années 60, on les appelait des pôles de développement, c'est tout à fait normal. Mais à l'époque, ça paraît comme des pôles. Donc, si vous voulez, avec la mondialisation et le pass des années 80, 90, c'est l'ouverture totale et le désengagement de l'État et les grands projets. Les grands projets, donc, il y a deux types de grands projets. Les grands projets de l'État à Tambalo, des années 80-90. Les grands projets des multinationales de Khalid et de Dubaï, bien sûr, vont être étudiés. Malheureusement, avec la révolution, tout est tombé à l'eau. Et le résultat, c'est un affinage fonctionnel de la capitale, malgré le desserrement, malgré la déconcentration, la décentralisation. Tunis continue à abriter un pourcentage très élevé de l'économie et de la dynamique économique. Et il y a un triangle oriental essentiellement qui va se développer. Donc avec la crise, donc on est parti de, si vous voulez, d'espaces très limités vers l'étalement de l'espace littoral, concentration littorale. Et puis avec les crises des années 80, 90 surtout, et 2000, il y a un resserrement d'espace littoral. Des zones comme Gebs étaient donc à la limite entrées en crise, depuis maintenant 15-20 ans. Des sites, n'en parlons pas, des sites Bozid et ainsi de suite, là aussi, donc, malgré l'intermède des années 70, pardon. Et il y a un triangle, si vous voulez, de Bizerte à Mahdi maintenant, qui se dessine, qui constitue donc l'espace tunisien le plus dynamique. Ce n'est plus même tout le littoral. Et une bonne partie de la zone de Bizerte est toujours déficitaire démographiquement. Garbès est un déficit donc négatif, le sol migratoire. Sfax, il est en ralenti. Il reste avec Mahdi, elle entre dans le triangle avec les zones touristiques, le tourisme essentiellement, pas grand-chose avec une permis très de nouveau, mais dans les années 70, Mahdi aussi, donc à la limite out. Donc voilà, si vous voulez, le triangle. Alors, bon, j'ai des indicateurs, mais compte tenu du temps, je ne vais pas pratiquement m'étaler là-dessus. Mais si vous voulez, croissance démographique plus élevée sur le littoral, partout supérieure à la moyenne, concentration croissante de la population. Donc de plus en plus concentré sur le littoral. Donc on est parti de 64% en 56 à 68% maintenant. Et maintenant plus en 2014, je n'ai pas mis le chiffre, mais un peu plus. Concentration de la population urbaine, donc concentration des richesses, donc à la limite, donc je cite quelques chiffres, donc simplement, donc pratiquement, donc c'est très indicatif, 75% des investissements étrangers, 80% d'investissement global donc, sur le littoral, donc voilà, 95%, donc un chiffre de 9, 90% du tourisme, 90% d'emplois industriels, tout ça sur... Alors, sur le littoral, Tunis, donc, elle a aussi donc, une part très importante, elle continue son dynamisme, et maintenant elle constitue 24% de la population tunisienne, 1 sur 4 Tunisiens et à Tunis. Alors qu'en 56, c'est 16% simplement. Malgré tout ce qu'on a fait de, si vous voulez, limiter la croissance de Tunis. Alors c'est le premier pôle aussi d'attraction migratoire, le seul sans relâche depuis 56. Et même sous la colonisation, 52% de la masse des dépenses, c'est-à-dire la dépense des Tunisiens, 1 sur 2 et à Tunis. La dépense en dinars. Donc, concentration économique, donc pratiquement je donne 30% de l'investissement tunisien à Tunis. Et un bon pourcentage, si vous voulez, des laboratoires de recherche, des clubs d'Internet, je ne vais pas entrer en détail. Alors, trois idées simplement avant de vous donner simplement quelques cartes. Le sol migratoire, c'est très important. C'était le nord-ouest était, jusqu'aux années 90, était la région la plus réplicatrice. À partir des années 90, c'est le centre-ouest qui devient la zone avec le sol le plus négatif. Et ça, on a dit dans des études stratégiques, ainsi de suite, mais à la limite, tout le monde, les spécialistes le connaissaient, mais surtout le monde ont découvert avec la colonisation, c'était la zone du centre-ouest qui devient la première zone de départ. Et ça, dans une étude stratégique que j'ai dirigée, Migration intérieure et développement régional, donc en 1996. Donc, ceux qui ont, pratiquement le centre-ouest, ceux qui ont bleu, c'est tout est négatif, ce qui est en rouge, c'est tout ce qui est positif, c'est le littoral et Tunis. Et même dans le sud-est, il était positif, il devient négatif. Medellin, Tataouine et Gabès. Alors je passe. La dépense, là aussi. Donc à partir des années 95, le centre-ouest devient le plus pauvre, le niveau le plus bas de la dépense.
Alors qu'avant, c'était le nord-ouest. Donc les années 90, c'est une date charnière. Alors, le club Internet, voilà donc un schéma d'escargot de la Tunisie. C'est indicatif. C'est-à-dire ici, on commence par donc, pratiquement les zones les plus développées de Tunis. Alors, bien sûr, ici, donc, pratiquement les zones les moins diminuées, c'est le centre-ouest, vous trouvez Gassouine, et ainsi de suite. Et bien sûr, les schémas, donc, ce qui est en Turquie, c'est la moyenne, pratiquement. Donc, autour de la moyenne, il y a les zones, toutes les zones littorales, et puis à l'intérieur, voilà un schéma donc, indicatif. Alors, bon, je passe sur la disparité entre le milieu urbain et rural compte tenu du temps aussi. Donc, voilà donc, des exemples, la taille des ménages. Donc la fécondité et la natalité est très importante à l'ouest, surtout dans le centre et le sud, c'est très important. Donc la charge démographique, si vous voulez, alors ensuite, il y a un problème de résolution. L'image d'origine, ça va. Alors, le taux de croissance démographique, alors ce qui est en jaune, donc pratiquement la croissance est faible, donc c'est un intérieur qui donc la naissance est très forte, mais la croissance est faible, donc c'est de départ, et bien sûr concentration sur le littoral, vous avez l'opposition est-ouest, c'est très clair, donc il y a plus de... Alors ici les densités donc, de population en 2004, alors ici donc, pratiquement c'est mitigé, c'est l'ancien mode et le nouveau mode pratiquement, donc bien sûr les densités normalement du nord au sud, mais bien sûr, puisque c'est en 2004, donc pratiquement il y a le renforcement littoral, mais si on prenait les densités en 66-56, donc c'est surtout nord-sud. Alors ici, vous avez toute l'urbanisation, il y a la taille des villes, donc la concentration est donc, indiscutable. L'emploi industriel, là aussi, donc, le taux de chômage, donc c'est inverse, l'euro c'est le taux de chômage le plus élevé, donc en position est-ouest. Alors, ici, donc, vous voyez l'importance du centre-ouest, surtout, donc beaucoup plus que le nord-ouest. Alors ici, taux de chômage, donc, travailler autrement, donc à la limite de 3 Tunisie, donc surtout l'espace frontalier, donc très important. Alors ça, c'est un problème de méthode, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est dans la discussion. Donc, alors ici, c'est le taux migratoire aussi, donc la zone en bleu, c'est la zone la plus, donc, pratiquement touchée par le sol négatif. Alors là aussi, donc, autrement aussi, le sol migratoire, positif ou négatif, là aussi, donc l'opposition claire. Alors la carte universitaire, voilà, l'université, la recherche, la jeunesse de demain, et les cadres de demain. Voilà, l'intérieur, c'est surtout les IZ, les petits établissements. À part Galbès et Sfax, Goffs et Djendo, le reste, c'est surtout donc Tunis et le reste, sous Sfax et Monastir. Voilà. Alors ici, c'est le taux d'analphabétisation, c'est très important. C'est-à-dire le centre-ouest et le nord-ouest, c'est la zone la plus analphabète. Et il y a là où il n'y a pas de formation, donc à la limite, il y a une double contradiction, un double paradoxe. Là aussi, donc les femmes scolarisées au supérieur. C'est un créneau très important parce que le supérieur. Et puis, donc, là aussi, dans l'opposition, je passe densité médicale aussi. C'est très clair. Alors, faisceau de circulation et axe de circulation de la Tunisie, donc tout ce qui bouge, la voiture et les gens, donc c'est sur le littoral, et surtout vers Tunis et à partir de Tunis. Alors, je ne vais pas entrer dans les... Bien sûr. Alors ici, je touche quelque chose de très important, c'est les sièges sociaux des sociétés multi-établissements et les sociétés informatiques, c'est-à-dire la Tunisie de demain. Et la Tunisie de demain, elle est là. C'est-à-dire le littoral, les grandes villes littorales. Ce sont les sociétés informatiques, les sociétés multi-établissements, affiliales, les réseaux, et qui vont commander la Tunisie, économiquement bien sûr. Les centres de commande, c'est sur le littoral. Alors ici, vous avez l'évolution en 97-2003, en 5 ans. Donc il y a un changement total. Alors ici, c'est les sociétés informatiques, là aussi, un secteur d'innovation. Et bon, limite, la carte est claire. C'est surtout donc, Tunis, bon, bien sûr, donc, et Sfax et Sousse. Alors le commandement économique, il y a 3 villes en Tunisie qui commandent. Qui commencent à dire qui renferment des sièges sociaux d'entreprise.
même Goebbels, Nobel, Kerman, tout ça n'apparaissent pas. Il n'y a pas d'entreprise qui commande d'autres entreprises dans d'autres zones. Les sièges sociaux, c'est les sièges sociaux des entreprises multi-établissements. Alors, indice relatif de développement, synthétique, bien sûr, je ne vais pas entrer dans la discussion, donc, mais comment, et un peu dans la discussion. Donc, ça, c'est en 75. Donc, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de changement de beaucoup de cartes, de la carte. Voilà celui de 2004. Donc, il y a presque les gouvernements et les régions occupent le même positionnement. Là aussi, c'est fait une autre, des couleurs plus vives, mais c'est la même chose. Voilà l'indice de développement 2004. Donc, pratiquement, le sud, donc vous avez 3 Tunisies. Tunis, bien sûr, le littoral, le sud occupe une position intermédiaire, non, mais je ne vais pas entrer en détail, et l'ouest. Voilà, donc on peut diviser, on peut parler de 3 Tunisies ou 4 Tunisies, selon. Alors voilà le triangle, si vous voulez, que renferme donc, pratiquement la zone la plus attractive, donc de Bizerte jusqu'à Mahdi. Vous avez donc la ville de Nouvelle de Hammamet, pratiquement à Issem Hammamet, vous avez deux grands projets, vous avez 2 ports. Enfin, le port en eau profonde, vous avez l'aéroport. C'est-à-dire c'est une zone qui va assurer les liaisons entre le nord-est et le centre-est. Et va créer tout un espace autour de Tunis continu. Donc, qui occupe la façade orientale de la Tunisie. Alors, là aussi, voilà un emploi des entreprises en 2010, donc, étrangères. Donc, à la limite, c'est beaucoup moins que le triangle que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est plus concentré. Alors, c'est le début du changement. Voilà aussi le triangle dynamique, donc si vous voulez. Alors, je touche à un secteur de demain aussi, c'est les télécommunications, et c'est-à-dire la diffusion. À partir de quel niveau commence la diffusion? Toujours commence par les centres les mieux placés Tunis, et puis l'axe littoral. Ça, c'est le réseau tunisien, c'est la même chose, Télécom et Orange. Donc l'axe littoral, et puis on commence à la deuxième phase, vous avez les diagonales. C'est juste comme a commencé le chemin de fer en Tunisie, à la fin du C'est exactement ce chemin. Alors, est-ce que ça préfigure le 22e siècle? Point d'interrogation. Alors voilà, si vous voulez, donc, ça continue, 3e phase tunisienne. Donc, on renversement des axes, le littoral, mais aussi des axes transversaux. Bon, bien sûr, complément, donc l'an. Alors, les jeunes, alors ça c'est une carte très récente, de 2014, c'est-à-dire l'année dernière, le recensement. Et puis, il y a 3 Tunisies, si vous voulez, en gros. Une Tunisie en bleu, c'est un littoral qui attire les jeunes de moins de 20 ans. Donc, les jeunes de plus en plus importants, leur classe. Au sud, les jeunes sont importants, mais ne sortent plus, ils ne sortent pas. Il y a un problème de retention, il y a un problème de crise aussi. Donc, ça ne veut pas dire que si la part des jeunes est importante, c'est dynamique. Hein. C'est une crise, c'est-à-dire que les gens ne savent plus où aller. Donc. Et puis l'ouest. Les jeunes, c'est surtout les jeunes, partent et leur part diminue. Voilà 3 Tunisies. Alors, voilà la révolution. Le point de c'est Sidi Bouzid, Gassrine, le nombre des morts, des décès, si vous voulez, à l'ouest, en jaune. Ce qui est sur le littoral en carré, c'est le nombre de morts sortis des prisons, des prisonniers, si vous voulez. Mais à la limite, je ne vais pas entrer dans les détails. Et la diffusion vers le nord et vers le sud du processus révolutionnaire. Alors, ce n'est pas par hasard que le centre-ouest a été le foyer de déclenchement. Et voilà, si vous voulez, cette carte superposée au niveau de développement. Donc, pratiquement, il y a presque une superposition totale entre niveau de développement et déclenchement du processus révolutionnaire. Alors, bon, je vais terminer. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste pas grand-chose? Oui, 2-3 minutes. Bon, je compris. Bon. Alors, les enjeux également action, c'est-à-dire si on laisse les choses comme actuellement, on est maintenant à la 5e année de la Révolution. Et à la limite, les causes de la Révolution, pour lesquelles la Révolution s'est déclenchée, rien n'a été fait jusque-là. Et à la limite, on peut s'attendre, bien sûr, au creusement du gap, de la fracture, des écarts, peu importe le mot. Et ça, c'est très important. Parce que même en temps de crise, vous savez qu'en temps de crise, des choses encore sont plus graves. Le dynamisme se resserre davantage sur les zones les plus... Donc, le mieux attractif, bien sûr, l'espace en crise va s'élargir. Alors, avec, si vous voulez, la non-intervention de qui? Bien sûr, de l'État, des acteurs, bien sûr, de la société civile. Maintenant, on commence à parler de cette société civile, mais avant, c'était un mot vide. Donc, mais maintenant, ça commence à être très important.
Là aussi, l'action est très importante, il est temps. Alors, bon, s'il n'y a pas d'action d'ici peu, donc on ne va pas attendre des dizaines d'années pour ça. Donc, il va y avoir une marginalisation accrue des espaces frontaliers intérieurs, encore plus grave. Il y a un renforcement de la façade avec l'ouverture et la mondialisation et l'ancrage de l'économie mondiale et tunisienne. Donc, bien sûr, surtout avec les crises, elle va s'accrocher avec des taux de croissance et de la rentabilité accrue, donc, et sauf qu'il peut. Donc, c'est au profit des villes et des espaces les mieux situés sur le littoral, et surtout Tunis. Affinage de la capitale, au profit, on l'a vu, au profit essentiellement du nord-ouest et du centre-est. Consolidation des villes au sommet et creusement de la fracture. Alors, bien sûr, je ne parle pas du reste, donc je laisse dans la discussion. Je vous remercie pour votre attention.